Votre télévision communautaire, CJSR, vient de perdre un de ses cofondateurs, M. Marc-André Pelletier, est décédé le vendredi 30 mars dernier à l'âge de 83 ans à l'hôpital régional de Portneuf à Saint-Raymond. M. Pelletier a été cofondateur de Vidéo Derry en collaboration avec M. Gilles Derry et Marcel R. Plamondon au début des années 1970. Les gens de Saint-Raymond ont connu M. Pelletier comme celui qui venait installer l'accès au câble pour le signal télé dans la plupart des foyers. Gilles Derry a été le précurseur, l'ingénieur et l'architecte, mais c'est Marc-André Pelletier qui a été sur le terrain et a procédé et coordonné la mise en place de tout ce système, peut-on lire dans un bref hommage écrit par M. Marcel R. Plamondon sur sa page Facebook. M. Pelletier a été échevin à la ville de Saint-Raymond et chef de la brigade incendie pendant plusieurs années. On lui doit la diffusion du conseil de ville de Saint-Raymond et de la messe à l'église. La famille a prévu un moment de reconnaissance à la coopérative funéraire de la Rive-Nord sur l'avenue Saint-Jacques à Saint-Raymond ce samedi 14 avril à compter 10 h, suivi du service religieux qui sera célébré en présence des cendres à midi en l'église de Saint-Raymond. L'inhumation se fera ultérieurement. Les jeunes garçons et filles de niveau primaire qui participent au programme Hockey École, initié et dirigé par l'ex-joueur de hockey professionnel Joey Juneau, se sont amusés cette semaine à jouer des parties entre eux à l'aréna de Pont-Rouge. Nous avons rencontré des enseignants, des parents, des gens de la municipalité de Pont-Rouge et bien sûr Joey Juneau ce jeudi matin 29 mars. Écoutons l'entrevue avec Joey Juneau et nous vous offrirons un reportage au cours des prochaines semaines avec les autres intervenants. Dans l'ensemble, tu es toujours content du programme, de l'impact que ça a autant chez les jeunes que chez les parents, que les enseignants? Ouais, ben oui, c'est sûr. Hein, pour nous, sur le terrain, c'est qu'on a l'occasion à chaque semaine de croiser soit des parents, bien sûr les jeunes, on peut voir qu'est-ce que ça a comme impact au niveau des jeunes. Le travail de collaboration qu'on a, que moi je peux avoir avec les enseignants d'éducation physique, mais aussi avec, j'ai plusieurs commentaires de titulaires, les titulaires qui bien sûr sont des acteurs principaux dans ce programme-là pour le suivi scolaire. Et puis, il y a aussi les directions d'école. Alors, mais je dirais que le plus fort dans tout ça, c'est lorsque des parents viennent nous voir, puis les parents nous disent à quel point que le programme a de l'impact dans la vie de leurs jeunes. Alors, c'est pas nécessairement au hockey, c'est pas nécessairement sur le plan scolaire, mais sur le plan personnel. Revenons sur le projet de bibliothèque à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Le jeudi matin, 5 avril dernier, les maires des municipalités de Lac-Saint-Joseph, Fossambeau-sur-le-Lac et de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier ont signé une entente de 2 ans renouvelable pour l'utilisation de la nouvelle bibliothèque Anne Hébert qui sera construite juste à côté et reliée par une passerelle à l'école des explorateurs. Cette nouvelle bibliothèque devrait ouvrir ses portes dès janvier 2019 et le début des travaux est prévu à la fin du mois de mai. Il faut dire que la bibliothèque actuelle, située au Centre socio-culturel Anne Hébert, a maintenant 32 ans et servait à l'époque une population de 3 590 habitants. On en compte 7 863 habitants en 2018 à Sainte-Catherine. Le maire Pierre Dolbec nous donne certains détails et statistiques. La nouvelle bibliothèque sera 3 fois plus grande que la bibliothèque Anne Hébert actuelle. Sa capacité passera de 15 600 volumes à 35 380 volumes et les espaces d'exposition seront 2,4 fois plus grands. Je veux souligner à nouveau que ce beau projet est rendu possible grâce à la contribution des gouvernements fédéral et provincial qui débourseront chacun 593 000 pour une contribution de 1 186 000 pour un projet total évalué à près de 2 millions de dollars avec les frais connexes. Notre population comptait 1800 jeunes de 14 ans et moins au dernier recensement fédéral, à laquelle s'ajoutent 415 autres jeunes de Fossambeau-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph.
Les services offerts à la nouvelle bibliothèque et sa proximité de l'école des explorateurs bénéficieront à tous les jeunes et à tous les autres groupes d'âge de nos populations. Secteur récréo-touristique maintenant. Près de 4 millions de dollars seront investis pour des infrastructures à l'entreprise au chalet en Boiron de Sainte-Christine d'Auvergne qui se spécialise dans la location de chalets et l'animation d'activités plein air durant les 4 saisons. Le gouvernement du Québec, via le ministère du Tourisme, injecte 1 5 900 $ et 150 000 $ s'ajoutent provenant d'une entente de partenariat entre la région de Portneuf et l'Office du tourisme de Québec. L'annonce a été faite vendredi dernier en présence de la ministre du Tourisme, responsable de la région de la Mauricie, Julie Boulay. Là, pour nous, c'est d'être capable d'intégrer toute la vision qu'on a pour les 7, 8, 9 prochaines années. Monétairement, nous, quand on se donnait nos projets, bien, on sait combien on génère d'argent. Fait que dans notre plan d'affaires, qui est toujours en constante évolution. En fait, un plan d'affaires, c'est fait pour bouger, c'est fait pour se modeler tout le temps, mais d'avoir quand même une vision sur papier qui nous aide à prendre des décisions. Bien, on faisait ces projets-là en 7, 8 ans, 9 ans peut-être, mais cette aide-là nous permet de le faire en 3 ans. Ce qui intéresse les touristes internationaux, ils veulent vivre une expérience. Ils ne veulent pas juste visiter des églises, des musées, bien que c'est correct aussi, mais ils veulent triper le Québec, ils veulent faire quelque chose. Ils veulent vivre une expérience qui soit unique. Et ici, c'est ce qu'on leur offre. Le député de Portneuf, Michel Matte, a annoncé cette semaine qu'il ne sollicitera pas un 3e mandat aux prochaines élections générales du 1er octobre prochain. Âgé de 68 ans, M. Matte a décidé de tirer sa révérence après une vingtaine d'années de vie politique bien remplie. Il a été maire de Saint-Marc-des-Carrières, préfet de la MRC de Portneuf et député à l'Assemblée nationale au sein du Parti libéral du Québec durant 2 mandats de 4 ans. Il a été élu une première fois lors de l'élection de 2008, a été défait en 2012 par Jacques Marcotte de la Coalition Avenir Québec et a regagné son siège contre M. Marcotte en 2014. M. Matte quittera à la fin de son mandat avec la satisfaction du devoir accompli. Plusieurs moments me viennent en tête. Le CHSLD à Pont-Rouge, le CPE, le Jardin des Abeilles à Cap-Santé, le Kangourou à Neuville, le gaz naturel à Saint-Marc-des-Carrières, les rénovations du 3e étage, l'ajout des services de proximité, le TACO à l'hôpital de Saint-Raymond, le fonds de relance industrielle à Donnacana, à Saint-Raymond-Saint-Léonard, l'appellation protégée du maïs sucré de Neuville, les rénovations d'écoles, le fonds de la capitale nationale, puis je pourrais en mentionner beaucoup d'autres encore. Autre investissement important dans Portneuf, cette fois, c'est à Saint-Ubalde, à l'entreprise Patate Dolbec. Les dirigeants, employés, fournisseurs et des élus ont procédé ce mercredi à la coupure du ruban inaugurant le nouvel entrepôt robotisé de 50 000 pieds carrés et équipé à la fine pointe qu'on appelle usine d'emballage 4.0. Les propriétaires Stéphane Dolbec et sa conjointe Josée Petitclerc ont investi quelques 12 millions de dollars au projet qui est en développement depuis plus de 2 ans. Le gouvernement du Canada y participe à la hauteur de 4,5 millions de dollars remboursables. D'ailleurs, le secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Canada, Jean-Claude Poisson, était présent au point de presse, de même que le député fédéral de Portneuf-Jacques-Cartier, Joël Godin. Le directeur général de Patate Dolbec, Hugo Dastou, nous décrit l'ampleur des travaux et la robotisation de l'usine. On a doublé la superficie de l'usine. En fait, on avait une ligne de lavage et d'emballage, mais en fait, qui était désuète. Donc, on a doublé l'usine et on a tout changé les équipements, à part les équipements d'emballage qui étaient déjà là, que ça avait été fait il y a 2 ans auparavant. Donc, quand on va faire la visite, on pourra vous le montrer, là, en fait, qu'est-ce qui était là avant. Et on a ajouté un entrepôt robotisé, je pense, qui était la clé de ce projet d'innovation-là, avec des trieurs optiques. Donc, auparavant, on triait beaucoup de pommes de terre à la main. Là, on a mis des trieurs optiques. Chaque patate est prise en photo. Donc, 75% du travail de triage manuel a été remplacé par cet équipement-là.
D'ailleurs, le thème de la pénurie de main-d'œuvre est très présente dans l'actualité ces jours-ci, avec les différentes organisations reliées à l'emploi et l'immigration comme solution d'avenir. Nous vous parlerons dans quelques instants du Salon Contact Emploi. Mais avant, le député fédéral de Portneuf, Jacques Cartier, Joël Godin, a annoncé ce jeudi avant midi, en conférence de presse dans l'usine de l'entreprise Structure Ultratech dans le parc industriel de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, un projet pilote d'une coopérative de travailleurs étrangers non spécialisés. Les démarches sont en cours, mais ce projet se réalisera aux conditions que les gouvernements du Québec et du Canada endossent le projet et permettent plus de flexibilité administrative. Suite aux rencontres, des nombreuses rencontres que j'ai eues avec différentes entreprises de Portneuf-Jacques-Cartier, et le message unanime était, et récurrent, était manque de main-d'œuvre très urgent. On perd des commandes, on n'est pas capable d'ouvrir des chiffres dans certaines usines parce qu'on manque de main-d'œuvre, puis on doit reporter les délais de livraison. Alors, pour ce qui est du service à la clientèle et du développement des affaires, c'est pas des arguments convaincants pour prospérer, pour faire du développement des affaires. Alors, suite à ça, j'ai réfléchi, j'ai rencontré différents intervenants et essayé de trouver une solution. Un député, ça peut chialer, puis ça peut prendre son bâton du pèlerin, puis faire en sorte qu'on trouve des solutions. Le milieu municipal et culturel portneuvois est en deuil. Le maire de Cap-Santé, musicien Denis Jobin, est décédé le vendredi 20 avril dernier à l'hôpital de l'Enfant-Jésus d'un cancer fulgurant à l'âge de 65 ans. Le drapeau du Québec devant l'hôtel de ville a été mis en berne à la suite de l'annonce du décès de M. Jobin le 20 avril et ce jusqu'au 30 avril. Il y a à peine un mois, M. Jobin était très actif et présent, entre autres, à la table des maires de la MRC de Portneuf. Écoutons la fin de son intervention le mercredi soir 21 mars dernier, suite au dévoilement de la liste des projets retenus par le comité d'analyse dans le cadre du Fonds Patrimoine et Culture 2018. Je voudrais juste rappeler que ce comité est composé de 3 membres de la table de culture, donc Mme Diane Vincent, Mme Gabrielle Boucher, Mme Dominique Roy, et une représentante du ministère de la Culture et de Communication, Mme Claudine Bertrand, qui remplace Désirée Athènes, qui nous a accompagnés pendant plusieurs années au niveau du Fonds Patrimoine, et votre représentant ici, Denis Jobin, au niveau de la MRC. Et tout ça, c'est sous la gouverne de Mme Éliane Trottier, notre agente culturelle. Je vous remercie. Denis Jobin a été élu conseiller à Cap-Santé en 2009, élu maire en 2013 et réélu maire aux dernières élections municipales en 2017. Retraité du monde des télécommunications, il était directeur artistique du Conseil du patrimoine culturel de sa municipalité, qui organise notamment les dimanches en musique à l'église Sainte-Famille. Un point de service de l'aide juridique sera disponible à Saint-Raymond pour les citoyens de la MRC de Portneuf sur rendez-vous à partir du lundi 14 mai prochain. C'est le directeur général du Centre communautaire juridique de Québec, M. Daniel Moffett, qui en a fait l'annonce cette semaine en compagnie de l'avocate mandatée pour rencontrer les Portneuvois, maître Véronique Martel-Simard, et du maire de Saint-Raymond, Daniel Dion. Les anciens bureaux de l'Association des personnes handicapées de Portneuf au centre Augustine Plamondon, qui a maintenant pignon sur rue à Pont-Rouge, sont aménagés pour accueillir l'avocate et ses clients. Pour débuter, les rendez-vous seront pris les lundis après-midi aux 2 semaines et augmenteront selon la demande. L'intervention de Mme Annie Raymond de Saint-Léonard de Portneuf au Conseil de ville de Saint-Raymond en début d'année aura eu un effet positif. D'ailleurs, la Ville a adopté une résolution en ce sens les semaines suivantes. Le nouveau directeur général de la FADOC, la Fédération de l'âge d'or du Québec, depuis le mois de mars dernier, des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, M. Stéphane Desmeules, et son équipe viennent de terminer une grande tournée régionale pour écouter les officiers des différents clubs dans le but d'offrir une meilleure offre aux membres de 50 ans et plus en fonction des nouvelles réalités. M. Desmeules était dans Portneuf vendredi dernier, au centre communautaire de Sainte-Christine d'Auvergne et à Deschambault-Grondines lundi dernier. Quel est le but justement de cette rencontre ici? En fait, la FADOC veut venir entendre ce que les membres des clubs ont à dire. En fait, on est parti il y a à peu près 2 mois en grande
grande consultation dans l'ensemble du secteur qu'on couvre. On couvre tout Québec, Chaudière-Appalaches, et c'est divisé en 14 secteurs chez nous. Alors, il y a 2 mois, on a commencé une série de rencontres. On va dans chacun des 14 secteurs et on termine notre tournée ici par le grand secteur de Portneuf pour venir écouter ce que les gens dans les clubs ont à dire par rapport à l'évolution de la FADOC, comment ça a évolué dans les dernières années, comment ça risque, selon eux, d'évoluer dans les prochaines années, et pour voir donc si nous, au bureau régional, on est en concordance, on est en phase avec les besoins de nos membres qui sont dans les clubs, partout dans les régions. C'est ça, en fait, l'objectif de la grande tournée de consultation, c'est de venir écouter dans un premier temps. Oui. Plus de 54 personnes de la région ont soutenu les enfants atteints de cancer en participant à la 8e édition dans Portneuf du défi Tête rasée Leucan le dimanche 3 juin dernier à Pont-Rouge. S'ajoutent également plus de 20 autres participants qui ont relevé le défi dans la région de Portneuf au cours de cette campagne. Ensemble, ils ont amassé un montant de 87 435 $. Cette 8e édition dans Portneuf se tenait sous la coprésidence d'honneur de messieurs Étienne Plamondon de Hyundai Saint-Raymond et Martin Côté du garage Martin Côté. Par ses dons, Leucan peut offrir des services distinctifs et adaptés aux enfants atteints de cancer et leurs familles dans la région. Les dons amassés permettent aussi d'être le principal bailleur de fonds de la recherche clinique qui a fait passer le taux de survie de 15 % à 82 % en 20 ans. Mais au-delà de la collecte, les participants deviendront, grâce à leur nouvelle tête ou leur nouveau look, des ambassadeurs de la cause pour les semaines à venir. Le défi Tête rasée demeure un geste important et un symbole de solidarité envers les enfants atteints de cancer. Les élus et les dirigeants de Donnacona ont officiellement inauguré les lieux ce lundi 4 juin en présence du député de Portneuf, Michel Matte, dans le contexte où le gouvernement du Québec a investi quelque 1,3 million de dollars dans ce projet qui en aura coûté finalement 2,6 millions, 100 000 de moins que prévu. Les travaux ont débuté au mois d'avril 2017 et les quelques 20 employés de la municipalité ont repris possession des lieux à la fin du mois de décembre. Et avant de parler de l'inauguration, le maire Jean-Claude Leveillé a profité de l'occasion pour remettre un certificat de reconnaissance et souligner le départ à la retraite au mois de novembre dernier du directeur des services techniques, Alain Martel, après 21 ans au service de la municipalité. Écoutons maintenant M. Léveillé nous décrire les principaux travaux de réaménagement et de mise aux normes du bâtiment.
l'accessibilité à tous les bureaux du bâtiment pour les personnes à mobilité réduite, les jeunes familles avec poussette, les personnes aînées avec l'ajout d'un ascenseur. La conformité des moyens d'évacuation, l'espace maximisé et l'aménagement des endroits étaient autrefois inutilisés. Des espaces structurés, un agrandissement de l'espace dédié aux archives, le remplacement de 63 fenêtres extérieures et la mise en valeur Notre Tour, symbole de notre hôtel de ville et du vieux Donnacona. Je pense que l'objectif de ce soir était non seulement de vous faire connaître de meilleure façon le site d'enfouissement, mais également d'exprimer toute notre fierté que nous avons envers notre site d'enfouissement. Notre site collectif, évidemment, il est basé à Neuville, mais c'est un site qui appartient aux 23 municipalités, évidemment, qui le composent et qui le régissent. Alors, on voulait évidemment que vous puissiez vous l'approprier. J'espère que vous avez eu la chance de faire la visite et que vous avez été en mesure de découvrir ou de redécouvrir à nouveau un site d'enfouissement des plus performants. Alors, comme vous avez pu le constater, le complexe environnemental de Neuville regroupe sur un même lieu plusieurs activités en infrastructure dédiées à la gestion des matières résiduelles. Alors, pensons à l'écocentre, au centre de traitement des sols, au centre de tri et de conditionnement des matières résiduelles générées par le secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition, l'usine de traitement des boues de faux septiques, au centre de transfert pour les matières organiques, au lieu d'enfouissement technique avec captage et brûlage des biogaz, à l'usine d'épuration des eaux du Lexivia et avec notre nouveau garage, ici conçu pour répondre aux besoins grandissants de l'entretien et surtout de la maintenance des équipements requis pour les opérations, qui a été inauguré en grande pompe au début d'année 2018. Le 100e anniversaire, c'est premièrement la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. Puis aussi surprenant, le 100e anniversaire aussi du droit de vote des femmes à Ottawa. Wow! En fait, comme il a été mentionné précédemment, la naissance de la ferme, de la pépinière initialement, tire ses origines au début du 20e siècle. Et ces origines-là sont intrinsèquement liées aux changements importants que vivait l'agriculture québécoise au tournant du 20e siècle. En 1888, le premier ministère de l'Agriculture et aussi de la colonisation, à l'époque c'était ensemble, a été créé. Certains d'entre vous savez sans doute que c'est le premier ministre lui-même, Honoré Mercier, qui en était à la tête avec nul autre que le curé Labelle comme sous-ministre. On les aperçoit ici sur les deux premières photos. Et c'est vraiment dans ce contexte-là qu'est mise aussi sur pied une première station de recherche agricole à Saint-Hyacinthe, une station qui s'est aussi accompagnée du premier laboratoire de chimie agricole. Et au cours des années qui ont suivi, il y a d'autres écoles et instituts qui sont nés dans la province pour favoriser la recherche et le transfert de connaissances en agriculture. On le sait, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, qui m'a donné un bon conseil de sage il y a plusieurs années de ça. On m'a dit, si tu cherches à chercher des bons bénévoles, faire partie d'un comité, complique-toi pas la vie, va chercher les gens qui sont les plus occupés,
de ta communauté. Puis c'est ces gens-là qui vont te répondre oui à l'appel, qui vont se trouver du temps à leur agenda. Et vous allez voir que l'appel de mon côté qui m'a été fait par Raymond, que je remercie d'avoir pensé à moi. J'ai été flatté de recevoir l'appel. Puis effectivement, j'ai pris quelques jours pour penser à mon implication. J'ai été des personnes qui ont posé quelques questions à Mario avant de prendre ma décision officielle. Mais quand j'ai pu entendre les membres que je vais être en mesure de vous présenter dans quelques instants, je vous dirais que par la suite, la réflexion n'a pas été longue parce que c'est des gens qui sont bien impliqués, des gens qui proviennent de partout dans Portneuf. Pour moi, c'était d'une importance capitale qu'on puisse se souvenir que la FASAP, c'est la Fondation d'aide au sport amateur de Portneuf. Donc, ça prenait une représentation de l'ensemble du territoire. C'est ce que on va avoir. En tout cas, c'est ce que Raymond a travaillé à avoir et qui a bien réussi. Ça concerne le garage et la caserne des pompiers. Je dois dire que c'était dans le programme du PIQM RECIM. La première demande qui a été acheminée, c'est à la date de 18 septembre 2015. Vous avez eu, c'était dans la 5e ronde d'analyse des projets qui s'est terminée le 31 mars 2016. Donc, les deux projets, c'est 7,5 millions. Nous autres, le gouvernement, on subventionne à 60 %, dont c'est 4,5 millions, mais je vais décortiquer ça. Donc, ce qui est important, c'est que les deux projets ont été jugés hautement prioritaires. Cette importante annonce. Alors, Saint-Raymond, la plus importante ville de la capitale nationale, que j'aime bien dire, en dehors de l'agglomération de Québec, est heureuse de vous annoncer qu'elle pourra mettre aux normes d'importants immeubles municipaux essentiels pour des services de qualité aux citoyens. En effet, nous avons autorisé la construction d'une caserne de pompiers et d'un garage municipal en remplacement du garage actuel, situé à l'arrière de l'hôtel de ville, vous irez le voir tout à l'heure, devenu complètement désuet.